Un bureau du PDG chez ANF Immobilier, on est dans le bureau de Bruno Keller, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Un bureau que vous louez, hein, c'est paradoxal pour une foncière parce que en fait, vos terres sont plutôt à Lyon et Marseille, c'est bien ça? C'est complètement ça. Nous avons environ aujourd'hui un peu plus de 90 000 m² dans le centre-ville de Lyon et pratiquement 180 000 m² dans le centre-ville de Marseille. C'est le Monopoly, hein, 2 rues de la République. Oui, je ne sais pas s'il en existait une troisième, et si vous la connaissez, dites-le moi, ça pourrait nous intéresser. Mais non, c'est un tout petit peu l'histoire qui fait que nous sommes présents dans ces deux villes-là. Oui, donc on rappelle l'histoire justement d'ANF Immobilier, hein, qui est justement ancrée dans ces deux villes de Lyon et de Marseille. Oui, c'est intéressant de remonter à l'histoire parce qu'en fait, l'histoire va permettre d'expliquer la stratégie future. L'histoire, elle remonte à 2004, au moment où ce patrimoine appartenait à deux sociétés qui s'appelaient la Rue Impériale de Lyon et la Société Immobilière Marseillaise. Dont l'histoire remonte à avant 2004. Hein. À bien avant 2004 et qui... C'était la galaxie Lazare, constitue un peu le paysage. Hein. La galaxie, disons que la Rue Impériale de Lyon était la maison mère d'Eurazeo. Et donc, Eurazeo, en 2004, fusionne avec sa maison mère, donc c'est la fille qui absorbe la mère, et donc on se retrouve avec ce patrimoine en 2004. Et donc, très sincèrement, on s'interroge sur ce patrimoine, parce que Eurazeo, société d'investissement, se retrouve avec un patrimoine immobilier très conséquent, en dehors de Paris. Donc vous prenez le TGV, vous allez sur place, et vous dites, est-ce qu'on vend ou pas? Pour la première fois, non pas je prends le TGV pour la première fois de ma vie, mais pour la première fois en tant que responsable de cette activité, on descend à Lyon, et à Lyon on voit un patrimoine formidable, une rue de la République avec un trafic piétonnier très important, et on se dit ça, effectivement, il y a certainement des choses à faire en matière de baux commerciaux, et c'est très bien. Et puis donc on poursuit jusqu'à Marseille, et là à Marseille, une vision totalement différente, c'est-à-dire une rue en déshérence, et je dirais, si vous interrogez tous les Marseillais le disent à l'époque, beaucoup de magasins vides, des immeubles mal entretenus, C'était pas le paradis. Non, c'était pas du tout le paradis, mais des immeubles haussmanniens. Ouais. Et donc, un vrai potentiel. Et à côté de ça, on regarde un peu la ville de Marseille et on voit des grues partout. Et donc on se dit, ça bouge. Marseille est peut-être le plus bel emplacement qui soit avec ce port, et la rue de la République, je vous le rappelle, elle va du Vieux-Port, le quartier historique, vers le quartier des bureaux d'aujourd'hui, de la place de la Joliette et compagnie. Et donc on se dit, si on a un petit peu d'ambition, on doit pouvoir faire quelque chose. Et donc avec Patrick Sayer, le président d'Eurazeo, on dit, eh bien oui, on y va. Et donc on décide de garder ce patrimoine. Et puis on le filialise en 2005 à une société qui s'appelle ANF. Alors pourquoi ANF d'ailleurs? On s'arrête là-dessus sur le nom? Oui, aujourd'hui ANF ça ne veut rien dire. À l'époque, l'idée de la mettre dans une société, c'était de faire bénéficier du statut SIC, qui est donc ce statut favorable pour les sociétés immobilières. Un statut fiscal qui permet d'optimiser les cessions. Et absolument. Et on se dit, pour faire ça, il faut trouver une société cotée. Et donc, je rachète au groupe AXA à l'époque une coquille qui s'appelait ANF. Et à l'époque, ANF, ça voulait dire Atelier des constructions du nord de la France. Vieille histoire aussi, et c'est là où on rejoint le nord, Lyon, Marseille. Oui, alors justement, le nord de la France pour Lyon et Marseille, pas forcément idéal. Et donc, vous n'avez jamais envisagé de la rebaptiser d'ailleurs? On a envisagé de la rebaptiser, je ne sais pas si c'est mon côté radin qui ressort, mais je n'ai pas voulu dépenser d'argent pour réfléchir à un nouveau nom. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé Atelier des constructions du nord de la France pour juste garder ANF. Et l'année dernière, on a rajouté immobilier parce que c'est vrai que ANF tout court, c'était pas très parlant. Donc voilà pourquoi on a ce patrimoine aujourd'hui dans ANF. Donc
ANF, qui était l'anciennement la mère, devient la fille et maintenant développe la stratégie que vous évoquez. Oui, absolument. Donc, alors on vient justement sur les grandes étapes, parce que là il a fallu retrousser ses manches pour Marseille, pour rénover Marseille. Il y a eu deux choses. Il y a eu Lyon où vous avez relevé les loyers et Marseille où vous avez réhabilité vraiment cette rue. Alors, sur Lyon, si vous voulez, le mot relever pourrait avoir une connotation péjorative. Pas pour des actionnaires. Il s'agissait, oui, mais il faut à chaque fois quand même se placer, il faut essayer que ça soit un deal, ce que j'ai essayé de faire un peu partout, un espèce de deal gagnant-gagnant. Et je crois que ce qui se passait à Lyon, c'est que pendant des années et des années, les loyers se sont écartés des loyers de marché. Donc ce que l'on a fait, ça a été de remettre les loyers au niveau de marché, ce qui était somme toute normal pour une société immobilière. Et il n'y avait pas de raison que les loyers d'ANF soient inférieurs, tant mieux pour ceux qui en ont profité pendant des années. Et en quelque sorte, il était temps de remettre les pendules à l'heure. À Marseille, c'était très différent, parce qu'à Marseille, comme je vous le disais, les immeubles étaient en très mauvais état, il n'y avait plus de commerce. Il y avait énormément de vacances en habitation, en bureau, et pourtant on avait des immeubles haussmanniens merveilleux. Et donc on a pris la décision de se dire il faut qu'on frappe un grand coup. Et donc d'un seul coup, on a rénové 40 000 m² d'immeubles. Un chantier de combien? De quel prix? Quelle durée? Écoutez, c'est un chantier qui s'est étalé sur 18 mois. Et c'est un chantier qui, à l'époque, a dû coûter de l'ordre de 40 millions d'euros, quelque chose comme ça. On s'est dit, on fait l'extérieur, puis on rentre dans l'immeuble, donc on rénove les parties communes, et puis, au fur et à mesure qu'il y aura des libérations, on rénovera les parties privatives. Donc c'est un chantier qui est à la fois un chantier, une action coup de poing, 40 000 m² de ravalement, 18 mois, c'était vraisemblablement le plus gros chantier à l'instant T donné en Europe, et un chantier qui ménageait les personnes en place, c'est-à-dire qu'on a forcé personne à partir. Donc voilà pour l'historique. On va rentrer maintenant dans le vif de votre quotidien, dans le vif du sujet business. C'est quoi le métier d'une foncière? C'est de collecter des loyers? C'est comme ça que vous gagnez de l'argent? Le métier d'une foncière, bien sûr, c'est de collecter des loyers, mais c'est de valoriser son patrimoine. Et valoriser son patrimoine, c'est pas toujours faire des choses qui rapportent des loyers. On parlait du ravalement, vous faites un ravalement, à l'instant T donné, ça vous rapporte rien du tout. Bien sûr. Et ça vous coûte. Donc pendant un certain temps, vous avez une problématique de cash flow dans la société, parce que les premières années, avant de recommercialiser, vous ne faites pas venir des grandes enseignes internationales dans une rue si l'ensemble de la rue ou un morceau très significatif n'est pas totalement rénové. Ça n'existe pas. Comment vous avez géré ça, ce problème de cash flow alors on s'est dit au départ, on avait donc, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, des loyers très faibles et donc un cash flow très faible. Et à un moment donné, on s'est dit, ça va prendre trop de temps. Donc il faut qu'on trouve quelque chose et que j'ai appelé une transaction accélératrice de cash flow. Et donc gonfler le moteur en quelque sorte. Gonfler rapidement le moteur et lui donner une visibilité sur le long terme. Et en 2007, on a eu l'opportunité de racheter les murs d'hôtel de la chaîne B&B, qui est le numéro 3 de l'hôtellerie économique en Europe. Ce que nous avons fait, nous avons racheté 168 hôtels répartis sur toute la France. Donc on reste en France, on reste cohérent avec ANF et on se retrouve d'un seul coup avec des loyers, donc des baux, qui sont des baux de 12 ans, donc la visibilité, qui sont des baux à taux fixe, la sécurité, qui sont des baux indexés sur les indices, donc une forme de progression, mais qui ne sont pas liés du tout au chiffre d'affaires des hôtels. Et donc, si crise il y a, c'est un instrument qui vous permet de passer la crise le plus tranquillement possible. Je ne suis pas en train de vous dire que j'avais prévu la crise. Ça serait évidemment extrêmement prétentieux, mais c'est bien tombé. Ouais. Donc vous dites, on collecte des loyers d'une part. Donc ça se mesure, c'est un ratio d'occupation, j'imagine? Alors, sur la problématique des loyers, il y a deux idées.
Il y a un, la problématique de mettre les loyers au niveau de marché, et deux, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vacances. Alors, à Lyon, aucun problème, aucune vacance et tout. À Marseille, il a donc fallu recommercialiser cette rue de la République en termes de commerce. Faire venir des enseignes. Faire venir des enseignes. Ça suppose au début consentir des sacrifices. Il faut faire venir une locomotive, par exemple H&M. Donc avec un loyer modéré. Avec un loyer modéré au début pour amorcer. Ça veut dire à Marseille également des loyers variables, parce qu'il faut que ça soit un deal gagnant-gagnant. Ce qui veut dire que plus le magasin fait de chiffre d'affaires, plus il nous paye de loyer, et c'est normal. Et donc c'est avec cette alchimie-là qu'on a réussi en un peu plus d'un an à recommercialiser la rue de la République et à aujourd'hui faire venir une palette, parce que c'est aussi un secret, il ne s'agit pas que la rue se transforme en une espèce de rue monotone où vous n'avez que des enseignes d'un certain type. Il faut qu'il y ait de l'équipement de la personne, il faut qu'il y ait... Mais le taux de vacances au final, il est de... Alors aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus de vacances en commerce et en bureau. Il nous reste de la vacance historique en habitation parce que nous avons une forte concentration de nos immeubles dans le premier tronçon de la rue de la République à Marseille. Donc là, nous le maîtrisons et donc la balle est dans notre camp. Par contre, nous avons un certain nombre d'autres immeubles dans le reste de la rue de la République. Et là, il n'y a pas que nous. Et donc, si les autres propriétaires ne rénovaient pas leurs immeubles, ça ne servait à rien que nous, on les rénove. Et alors, combien de vacances dans cette habitation ? Aujourd'hui, il nous reste environ 30 000 m² de vacances en habitation. C'est quand même assez important. C'est très important. Et donc, nous avons un objectif ambitieux mais réaliste pour l'année 2011, c'est de réduire cette vacance en habitation de 40%. Parce que, justement, dans le reste de la rue de la République, les autres propriétaires bougent aussi. Ils n'ont pas copié ce que l'on a fait, mais un petit peu. Oui. Les ravalements se mettent en route. Donc le marché va s'enclencher. Et donc ça va s'enclencher et ça va nous permettre de rénover, nous aussi, nos immeubles. Vous dites valoriser, on investit pour ça. Ça aussi, c'est une tentation parfois de se dire, voilà, les prix immobiliers sont ce qu'ils sont. On voit la hausse de ces prix. Est-ce qu'il y a la tentation parfois de se dire, on va céder des murs ? Oui, et il faut, je dirais, le métier d'une foncière, c'est de valoriser, mais c'est aussi de faire tourner ses actifs. Et donc, pour réinvestir. Et donc, nous avons enclenché 2 programmes de cession. Un premier programme l'année dernière qui a porté sur des immeubles qui n'étaient pas des immeubles que j'appelle stratégiques, au sens qui n'étaient pas situés géographiquement sur la rue de la République. On avait quand même quelques immeubles périphériques. Par contre, cette année, nous avons décidé de réduire le poids du logement à Marseille parce qu'il y a une forte demande, parce que nos immeubles sont valorisés aujourd'hui, parce qu'on a fini les travaux. Aussi que vous pensez que le marché est à un sommet peut-être en immobilier ? Vous savez, on ne sait jamais si le marché est à un sommet, mais il y a un moment donné où c'est un bon prix pour il faut se dire, saisir l'occasion. Oui, et puis il faut faire tourner les actifs. Il faut une foncière, ça doit bouger. Pour réinvestir dans d'autres murs éventuellement ? Alors pour réinvestir, effectivement, dans d'autres immeubles. Qui peuvent être dans des villes que l'on connaît déjà, comme Lyon par exemple, puisque le poids de Lyon est plus faible que celui de Marseille dans le portefeuille aujourd'hui, voire dans d'autres villes de France, pour essayer de... Alors lesquelles ? Ça pourrait être quoi les cibles ? Pour essayer de donner un ancrage particulier, un troisième pôle, si je veux dire, ou un quatrième pôle, pourquoi pas un jour. On a Lyon, on a Marseille. Il y a beaucoup d'autres villes qui sont aujourd'hui... Ça resterait septentrional, Lille, c'est plus vertical. Notre réflexion, elle est plus liée à la taille de ces villes, leur desserte, leur lien par le TGV notamment, par exemple, et leur dynamisme en matière de politique urbaine. Et je pense effectivement à des villes comme Lille, comme Bordeaux, comme Strasbourg, comme voilà, les grandes métropoles françaises. Bon, on est déjà dans la stratégie, hein. Finalement vous devancez
tout ce déroulement de cette émission. Une stratégie qui passe aussi par d'autres choses, notamment une réorganisation du capital. C'est, quand on est une société cotée, c'est important de gérer au mieux son flottant. Oui. Et ça, c'est l'actualité pour vous. Ça, c'est quelque chose de très important, effectivement, pour cette année 2011. Aujourd'hui, nous avons un actionnariat de très grande qualité, avec des grands actionnaires, et notamment Eurazeo qui détient aujourd'hui 60% du capital, un tout petit peu moins, 59% pour respecter les contraintes du statistique, du capital d'ANF. Et ça, c'est l'histoire en fait. Mais ça, c'est l'histoire. Qui a cette place d'Eurazeo. Ça, c'est normal. Et je crois que si on veut transformer, je vais peut-être être immodeste, la success story immobilière en une success story boursière, il faut absolument qu'il y ait un flottant important pour que les gens qui veulent acheter des titres puissent les trouver et ceux qui veulent vendre puissent avoir la liquidité. C'est bien normal. Et c'est pour cette raison-là que Eurazeo a décidé, pour favoriser le flottant d'ANF, de réduire sa participation de 59 à 51%. Et donc en distribuant aux actionnaires d'Eurazeo gratuitement 8% du capital, ce qui va permettre de l'éparpiller, ce qui est très bien. Donc il va se retrouver dans un grand nombre de mains. Et donc ça va favoriser le flottant d'ANF. Et en favorisant le flottant d'ANF, j'espère que ça favorisera la valorisation boursière du titre. Une valorisation qui est proche du milliard d'euros. Est-ce que c'est la taille critique pour occuper le devant de la scène boursière ? Je crois ça peut paraître un peu surprenant de se dire qu'aujourd'hui on a une capitalisation de 970 millions d'euros et si on était à 1 milliard, ça serait beaucoup mieux parce que finalement la différence n'est pas si grande que ça. Mais psychologiquement c'est important parce qu'en franchissant le milliard, vous vous situez dans un autre compartiment en termes de taille de capitalisation et enfin il y a un autre effet, j'allais dire connexe, de cet accroissement du flottant et de la valorisation de la société, c'est qu'en accroissant le flottant, j'espère qu'ANF va rentrer dans l'indice EPRA, qui est l'indice de référence des sociétés immobilières. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une session par an. Elle a lieu en mars prochain. Et donc, d'ici mars prochain, avez un an pour, on a un an pour améliorer la liquidité. Et là, se retrouver, je l'espère, avec une société de plus d'1 milliard d'euros, référencé dans l'indice EPRA, et là on change de catégorie. Mais en termes de stratégie, donc on a compris qu'il y avait éventuellement la création d'un 3e, voire un 4e pôle, donc en termes d'investissement en France. En termes de stratégie purement financière, de mécano financiers, vous regardez éventuellement de la concentration. Il serait envisageable que Eurazeo descende en dessous des 50% pour favoriser justement une concentration ? Je dirais aujourd'hui, à cette question-là, quand Eurazeo détenait plus de 60% du capital d'ANF, on m'a déjà posé cette question et j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de chiffre écrit dans le marbre. Preuve en est aujourd'hui, puisqu'elle passe de 59 à 51%. Je crois que le 51% n'est pas un chiffre écrit dans le marbre. Je pense que, sans trahir de secret, Eurazeo considère qu'il y a encore de la valeur à créer chez ANF. Je vous donnerai juste un chiffre. J'ai donné au marché une guidance moyen terme qui est d'augmenter à nouveau les loyers de 55%. Entre 2004 et 2010, on les a augmentés de 55%. Je vais encore les augmenter de 55% dans les 3 années à venir. Donc voilà. C'est ça la stratégie. Faire progresser les loyers, la rentabilité. Oui. Mais vous ne m'avez pas répondu très directement sur est-ce que vous regardez des opportunités de concentration, soit en tant que prédateur, soit en tant que pro. Est-ce qu'on vous approche? Est-ce que vous discutez? À partir du moment où quelque chose ferait sens, si vous voulez, par rapport à la stratégie aujourd'hui d'ANF, soit que ça vienne la renforcer, soit que ça offre un compartiment nouveau, complémentaire et tout, la réponse est oui, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. On ne va pas se fermer les yeux. Mais non, je ne vois vraiment pas pourquoi je m'en priverais. Mais est-ce que ce n'est pas forcément à l'ordre du jour? C'est-à-dire que si ça arrive, vous regardez, mais vous n'avez pas une stratégie en tête particulière? À la minute présente, non. D'accord.
Et ma réponse ne vous étonnera pas. Ça aurait été un beau scoop. Oui. On va finir avec une partie un peu plus personnelle. Être le manager d'une foncière, surtout quand on est avec des bureaux à Paris, et à Marseille et Lyon, donc c'est beaucoup de TGV. Écoutez, c'est beaucoup de TGV, mais c'est aussi une aventure formidable. Parce que le TGV, c'est, je dirais, la traduction concrète du fait que le patrimoine soit à Paris et à Lyon et que je ne sais pas comment on fait de l'immobilier si on ne va pas sur place, si on ne va pas, pardonnez-moi l'expression, sentir les choses sur place. Moi, j'y passe beaucoup de temps et c'est véritablement comme ça qu'on comprend ce qui s'y passe, qu'on voit ce qui s'y passe, qu'on surveille aussi, ce qui s'y passe. Et donc ça me semble absolument clé. Mais je crois qu'au-delà de ça, avoir eu l'opportunité de réaliser une transformation d'un morceau de rue à Marseille, en partant de quelque chose qui était un peu en déshérence et en y recréant un lieu de vie au sens le plus large du terme, puisque vous pouvez y faire vos courses, vous pouvez y travailler et vous pouvez y vivre. Et tout, ça c'est certainement une grande satisfaction. C'est ça qui vous motive, en fait, qui vous plaît et qui est une réalisation. Ce qui me plaît, il y a deux choses. Un, ce qui me plaît, c'est de conduire une équipe de 50 personnes avec un patrimoine, je dirais, absolument exceptionnel. Donc c'est à la fois une équipe à taille humaine, 50 personnes, et c'est à la fois quelque chose d'unique qu'on trouvera nulle part ailleurs. Il n'y a pas une foncière aujourd'hui qui ait une telle concentration dans les deux grandes villes de France, 180 000 m², 100 000 m², il y a des projets de développement, c'est de la réhabilitation, c'est du neuf, c'est de la renégociation. Donc vous couvrez, j'allais dire, tous les aspects du métier avec une petite équipe et avec par derrière l'avantage ou parfois les contraintes aussi d'une société cotée. Et donc réunir ça dans une main, c'est ça qui me plaît. Et ce n'est qu'une partie de votre vie, 60%, puisqu'on rappelle, enfin en tout cas on précise que les 40 autres % sont occupés par vos fonctions au sein de Raseo, dont vous êtes un des directeurs généraux. Oui, et puis l'au-delà du 100%, c'est ma vie familiale quand même. On se cantonne aux professionnels. Mais oui, il me reste, aujourd'hui, je consacre à peu près, je répartis mon temps en gros entre 60% que je consacre à ANF et à être le plus possible sur le terrain, et puis 40% où j'ai la chance d'être directeur général de Raseo depuis 2002 et où on a, je dirais, une palette d'activités qui offre là aussi une opportunité unique de cumuler cette fonction opérationnelle de président d'une société et de directeur général d'une société d'investissement. Ça permet de s'enrichir l'un l'autre. En fait, ces deux casquettes, elles se je dirais à titre d'intérêt personnel, ça n'a juste, entre guillemets, rien à voir. Il y en a une, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, il y en a une où j'ai une fonction opérationnelle. Je suis président du directoire d'ANF, donc c'est une vraie fonction opérationnelle. Et puis il y en a une autre, vous êtes dans une holding. Dans une holding, certes, on a le contrôle de nos participations, mais il y a un management. C'est du jus de cerveau, on pourrait dire. Il y a un management dans chaque société, quand même. Ouais. Donc c'est plus fonctionnel et de la supervision. C'est de la supervision, c'est de la stratégie, oui, c'est de l'influence, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du jour le jour. Alors que ANF, croyez-moi, c'est du jour le jour. Bon, on vous croit. Merci en tout cas Bruno Keller de nous avoir reçus dans votre bureau. Je rappelle que vous êtes le président du directoire d'ANF Immobilier. Merci.